Ouais, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Bon, ma famille, ma mère, elle est arrivée hier soir. Je suis hyper méga content. J'ai mon fiston qui arrive, mon frangin, voilà, je suis très, 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 très content. Et honnêtement, je voulais pas faire cette vidéo, mais après, en même temps, je me suis dit, ok, il y a vraiment des choses hyper intéressantes sur les marchés financiers que j'avais envie de partager avec vous. Alors, comme je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo, moi, je considère que le marché commence à être sur des points extrêmement intéressants. Maintenant, encore une fois, j'ai dit également que certaines actions comme Meta avaient déjà trop décalé, je l'ai raté. Et donc, moi, je suis très, très content parce que Meta est en train de corriger. Donc, moi, personnellement, j'adorerais avoir une grosse correction sur Meta. D'accord? Donc pour le moment, on est vraiment perché. Ce titre, il a explosé littéralement à la hausse, hein. Il est passé de 89 à 120. Donc il a fait presque 119%, ce qui est juste incroyable. Là, on est en train de corriger. D'accord? Donc je le verrais bien partir à 150 et peut-être même plus bas. Donc à voir. Google. Alors Google, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que cette action, elle s'effondre. Alors, pourtant, c'est une magnifique action, Google. Mais apparemment, ils ont déçu, hein, leur logiciel d'intelligence artificielle, etc. Mais encore une fois, Google, voilà, là, on est sur YouTube. Je suis en train de vous faire cette vidéo sur YouTube. C'est ça, Google. Google, c'est YouTube, c'est le moteur de recherche, c'est finalement le plus grand média au monde, c'est YouTube aujourd'hui. Donc il ne faut pas l'oublier et même en termes de chiffre d'affaires, ils font beaucoup plus que Meta. Vous voyez ici le chiffre d'affaires de Google sur la dernière année, hein, il est de 280 milliards de dollars. C'est juste un truc de malade. 280 milliards de dollars, hein, de chiffre d'affaires, sachant qu'en 2016, il était à 90 milliards de dollars. Vous voyez que le chiffre d'affaires, il a augmenté chaque année. Donc on est vraiment dans une croissance très, très, très positive. Et puis, bien évidemment, je vais revenir sur le résultat net, hein, qui est de 59 milliards de dollars. Mais vous voyez, idem, hein, comme Meta, depuis 2016, on n'a que du positif, hein. On a 19 milliards de dollars de bénéfices, 12 milliards, 30 milliards. Alors en 2021, 76 milliards de bénéfices. Et là, cette année, effectivement, les bénéfices diminuent. Mais est-ce que ça justifie une baisse de 50% de Google? Non. Maintenant, encore une fois, on peut avoir une totale irrationalité du marché. On peut avoir un marché qui va complètement s'effondrer et une panique et même une action qui gagne de l'argent peut s'effondrer en bourse. Pourquoi? Parce que à un certain moment, les investisseurs ne réfléchissent plus, ils sont dominés par leurs émotions. Et nous, investisseurs stratèges, c'est ce qu'on recherche, des situations aberrantes. Je n'ai pas envie de parler comme un certain YouTuber, mais des situations qui, finalement, euh, montrent que c'est pas logique. D'accord? La baisse, elle est tellement forte, elle est tellement marquée que c'est pas logique. Et donc, moi, je suis très, très content, entre guillemets, hein, mais très, très content d'avoir effectivement Google qui se baisse parce que ben, j'aimerais bien que ça baisse encore plus. Parce que si ça baisse encore plus, on aura des opportunités juste incroyables. Alors, bien évidemment, moi, j'ai commencé à prendre des billes, hein, je l'ai dit. Pourquoi? Parce que si jamais ça monte de suite, bah, j'ai envie d'avoir quand même un petit peu dedans. Mais j'ai pas, voilà, j'ai pas encore mis le paquet. Pourquoi? Parce que je considère que il y a encore des incertitudes et je considère également que il y a encore un danger. D'accord? On n'est pas encore sorti du risque d'inflation, on n'est pas encore sorti du risque de récession. L'immobilier commence à se casser la figure. Peut-être que je ferai une vidéo sur l'immobilier. Mais néanmoins, on voit des actions comme Google qui morflent vraiment. Pourquoi? Parce que la psychologie. Parce que, encore une fois, pourquoi Google a perdu autant en 2 jours, 3 jours? Voilà, c'est juste, ah ben, c'est décevant, le moteur de recherche. Mais les gars, cette boîte, elle fait 280 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On parle beaucoup de Total, mais Total ne fait pas autant, hein. On va comparer avec Total. Alors, regardez Total. Donc, le chiffre d'affaires de Total est malgré tout impressionnant, hein. C'est 250 milliards de dollars, hein. Je vais revenir ici rapidement sur ça. Voilà, ok. On est à 250 milliards de dollars. Mais regardez le bénéfice. Il est 19 milliards. En 2021, 13 milliards. En 2020, il était négatif, 6 milliards. Et comparé à Google. Et vous voyez que Google explose total. Pourtant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est un scandale, ils gagnent 19 milliards. Mais aujourd'hui, alors on prend
2 secondes et je vais comparer les deux. Comme ça va vous donner une idée de la puissance de feu de Google. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis les deux, hein. Donc total, on voit, donc ça va être rapide. Vous voyez que le chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois, il est de 250 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'ils ont vendu 250 milliards, mais le bénéfice net, c'est-à-dire ce qu'il leur reste à la fin, est de 19 milliards. Et ça, bien évidemment, en France, j'ai vu un peu, c'est le scandale, c'est honteux, c'est pas n'importe quoi. Bon, et cette boîte, elle faisait 5 milliards, 7 milliards, etc. Mais on va comparer avec Google. Regardez ici. En 2016, elle faisait 19 milliards, quand Total faisait 5 milliards. En 2017, elle faisait 12 milliards, et déjà, c'était une baisse, quand Total faisait 7,65 milliards. En 2020, on a 40 milliards de dollars de bénéfices sur une année, quand Total nous faisait 6,3 milliards de pertes sur une année. En 2021, on a 76 milliards de dollars de bénéfices pour Google, quand Total nous fait 13 milliards. Et là, on fait... Donc, est-ce que vous commencez à voir la différence entre Google aujourd'hui et Total? D'accord? Maintenant, regardons leur cours boursier. Donc ici, si on prend depuis 2014, Google, on voit que ça explose, hein. Google, c'est en orange. On voit que ça explose, hein, Total. Et la performance, elle est 234% depuis 2014. Par contre, Total, la performance est de 30%. Alors, Total distribue des dividendes, mais bon, voilà, on voit que ça reste plat. Maintenant, si on prend un horizon plus court, donc on va prendre une année. Sur une année, vous voyez que Google perd 32%, d'accord? Donc, on a une baisse de 32%. Par contre, Total progresse de 13% sur une année. Maintenant, on va prendre les 6 derniers mois. On va prendre les 6 derniers mois. On a Total qui progresse de 12%, Google perd 21%. Donc, on voit bien que Google est bien malmené. Pourtant, c'est une boîte qui est magnifique, qui gagne de l'argent, qui est en position de quasi-monopole, qui est en position voilà, je pense qu'en intelligence artificielle, ils vont tout exploser, mais ça baisse aujourd'hui parce que clairement, voilà, il y a la psychologie des opérateurs, peut-être qu'il y a des informations qui nous échappent. Et c'est là où l'analyse technique est intéressante. Je m'explique. Parfois, il y a des informations que ne vont pas nous donner les fondamentaux. Là, je vous ai montré les fondamentaux de Google, ils sont extraordinaires. Mais parfois, il y a des nouvelles qui sont cachées. Je prends l'exemple de Wirecard, par exemple, c'est un exemple très très célèbre. Wirecard, c'était une boîte qui avait des très bons résultats, qui avait un chiffre d'affaires qui augmente. Tout était bon sur un plan fondamental. Mais sur un plan technique, c'était merdique. Donc, je reviens sur Wirecard. Je pense que ça va être bon. Non. Wirecard, c'est carrément un scandale d'État. Cette boîte explose, hein. Vous voyez, depuis 2008, elle passe de 3 euros à 200 euros. Donc, cette boîte explose littéralement. Elle prend 5000%. Tout le monde explique que c'est la 7e merveille du monde, c'est la meilleure boîte allemande. Elle va tout exploser. Et en fait, cette boîte, c'était un Enron en puissance. C'est-à-dire qu'ils ont manipulé des informations financières. Ils ont caché des informations financières. Ici, par exemple, vous voyez German payments firm Wirecard files for insolvency after revealing $2 billion accounting black hole. Donc, ils avaient caché 2 milliards de dollars, beaucoup de comptabilité créative, etc. Donc, énorme scandale. Vous voyez, c'était en 2020. On parle du Enron de l'Allemagne. C'est-à-dire que comment on a pu voilà, commettre une arnaque à ce niveau. Et ce qui est incroyable, regardez, c'est Angela Merkel, quand même, la femme politique la plus célèbre, la plus réputée. Voilà, tout le monde, même je me souviens de Pécresse qui disait « Je suis comme Angela Merkel ». Donc, toutes les femmes politiques, elles essaient de lui ressembler parce que c'est un petit peu le top du top en matière de politique. Et même, voilà, je pense les présidents français, ils étaient tous là, ils la craignaient. Donc, vraiment une femme politique de premier plan. Eh bien, elle n'y a vu que du feu. Pire, elle a fait la promotion de Wirecard. Vous voyez ici,
2021, elle défend le lobbying pour Wirecard. Et bien sûr, ils lui ont dit pourquoi tu l'as fait? Pourquoi ceci? C'est le plus grand scandale de fraude en Allemagne. Eh bien, elle n'y a vu que du feu. D'accord? Et elle a dit, has told that there was no reason to believe that Wirecard was committing fraud in 2019. Aucune raison de penser que Wirecard était en train de commettre une fraude en 2019. Et nous, on va revenir sur ce graphe. Là, on est en 2019. Et vous voyez, en 2019, on commence à avoir quelques signaux. Hein. Je vais revenir ici sur un graphe mensuel. Ça va être, voilà, c'est dingue. Donc, cette action, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Et là, on est en 2019, tout le monde dit, ouais, c'est super. Merkel qui fait le lobbying, qui finalement explique que c'est la meilleure boîte allemande. Voilà. Et juste après, regardez, les particuliers sont ruinés sur cette action. Donc, et là, vous voyez un truc qui s'effondre. Mais sur un plan technique, c'était baissier. C'est-à-dire, on a une tendance qui est pour moi, personnellement, baissière. Hein. On a cassé des grosses zones de support. Et donc, tu n'achètes pas ce truc. Donc, c'est pour ça que je suis prudent aujourd'hui sur la bourse. Je vais être honnête avec vous. Par exemple, on va prendre le cas de Google. D'accord? Google. Voilà. Vous voyez, on est toujours dans une tendance baissière. Et quand on prend sur un graphique daily, regardez ce que ça nous a fait. On a eu cette première cassure par là, cette deuxième cassure par là, mais on est toujours dans une tendance baissière. Donc, c'est ça, c'est là où je suis prudent. Donc, moi, j'ai pris quelques petites positions, je ne le cache pas, et je le dis honnêtement. Et en même temps, je pense que, voilà, je n'ai pas de compte à rendre, hein, je ne suis pas gérant de portefeuille, je n'ai pas voilà, l'obligation d'établir un reporting. Mais comme vous n'êtes pas communauté, bah, je tiens à dire, voilà, moi, mon sentiment, mon impression. Maintenant, encore une fois, ce que fait Google ici, ce n'est pas bon. D'accord? Ce n'est pas bon du tout. Meta, on a vu que ça a eu une forte hausse, là, ça commence à corriger. Les indices, on va revenir sur les indices rapidement. Voilà, le Nasdaq, il est toujours haussier, donc c'est pas mal, hein, on est au-dessus des moyennes mobiles, etc. Mais s'il réintègre, ça pue, d'accord? Et on est sur des zones de résistance. Vous voyez ici, ça donne un précédent point haut, un point haut par là, point haut. Là, on est sur une zone de résistance. Donc voilà. Est-ce qu'on va avoir une petite correction et ensuite ça explose à la hausse? Est-ce qu'on va avoir le vrai crack et là, on aurait des opportunités juste de dingue. Dans les deux cas, je pense qu'il faut être prêt. Et c'est là le rôle d'un investisseur. Warren Buffett, il ne va pas attendre qu'il y ait un crack monumental pour acheter. Il est déjà en train d'acheter. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas une vision sur un an. Il a vraiment une vision sur 5, 10 ans, alors qu'il est déjà âgé, mais il a bien compris que les fluctuations à court terme le dépassaient. Il le dit, du moins, il me dit le seul métier qui permet aux voyantes de faire bonne figure, ce sont les experts économiques. Imaginez, c'est son point de vue sur les économistes. Peter Lynch, il va dans le même sens. Il dit l'économie, c'est super, mais il ne faut pas y consacrer plus de 15 minutes par an. C'est déjà beaucoup. Peter Lynch. Donc les deux, considérés comme les meilleurs gérants, t'expliquent que l'économie ne sert à rien, qu'il ne faut pas s'intéresser à l'économie, qu'il faut s'intéresser d'abord aux actions. Et ils ont raison. Maintenant, moi, j'ai quand même un autre filtre, analyse technique, analyse comportementale. Je considère que c'est très important. Je vous l'ai prouvé avec l'exemple de Wirecard. Encore une fois, quand la chancelière allemande se fait berner à ce point, toi, tu es particulier. Est-ce que tu vas croire Angela Merkel ou pas? Est-ce que tu vas te dire, bah, finalement, Angela Merkel, elle est très, très positive sur Wirecard, il faut l'acheter. On est d'accord. Donc, l'avantage de l'analyse technique, c'est que tu élimines l'affect et que tu te focalises sur est-ce qu'il y a des acheteurs ou pas. C'est pour ça que j'adore l'analyse technique. Ça complète l'analyse fondamentale. J'en ai parlé dans mon bouquin L'art du trading. Beaucoup de gens critiquent l'analyse technique parce qu'ils ne maîtrisent pas, ils ne connaissent pas. Je vous invite à lire mon bouquin L'art du trading. Il y a toute une partie théorique sur l'analyse technique. Et ça a été également prouvé par des travaux de recherche. Il y a Andrew Lo, il y a plein de travaux de recherche qui insistent sur l'importance de l'analyse technique. Et puis, on a la finance comportementale qui prouve que les investisseurs sont dominés par leurs émotions, par leurs biais psychologiques. Donc, tout ça, ça permet de contribuer à l'intérêt d'utiliser de l'analyse technique dans ces investissements. Et donc, à partir de là, pour moi, voilà,
plusieurs possibilités parce qu'encore une fois, je ne suis pas omniscient et parce que l'abruti qui me dit ouais, moi j'ai acheté plus sur le plus bas et j'ai vendu sur le plus haut, tu es juste un énorme point 3 points de suspension parce que je sais pas, moi, il y a des gens, ils te disent ah, t'as raté Tesla. Effectivement, j'ai vendu des poutres sur Tesla en décembre et je l'ai expliqué sur mon Telegram. J'ai dit ouais, je suis en vacances, je suis en famille, je vais pas me casser la tête. Et c'est vrai, après, j'ai vu Tesla exploser. Bon, et beaucoup de gens vont dire ouais, t'es nul, t'as raté Tesla. En fait, je t'emmerde, premièrement, merci de me taper dessus, mais je vais te dire moi aussi ce que j'en pense, je t'emmerde. Deuxièmement, la personne que moi je respecte le plus, c'est pas toi qui va te cacher derrière des arguments débiles et qui va dire oh, moi je suis le meilleur du monde. Non, c'est Warren Buffett. Et Warren Buffett, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là où tu vas. En fait, tous les gens qui sont en mode ouais, je suis le meilleur, etc., calmez-vous les gars. Warren Buffett, pour moi, c'est le meilleur investisseur au monde, voilà, de tous les temps. Même Jim Simons, ok, il est dans, mais c'est pas la même chose. Warren Buffett, moi, je préfère Warren Buffett à Jim Simons pour des raisons que je considère comme euh, voilà, philosophiques. Un particulier a plus intérêt à coller à l'approche de Warren Buffett que de Jim Simons. Jim Simons, c'est des PhD, ils font du trading algorithmique, tu peux pas les battre. D'accord? On n'a pas les moyens financiers, intellectuels, les ressources de faire comme eux. Par contre, Warren Buffett, n'importe qui peut copier son approche. Sauf que l'approche de Warren Buffett fait moins rêver, parce que l'approche de Warren Buffett, pendant 4 ans, 5 ans, tu peux perdre de l'argent. Pendant 4 ans, 5 ans, on peut te dire, t'es has-been, t'es dépassé, t'es nul. Et c'est ce qui est arrivé à Warren Buffett. Pendant des années et des années, on disait, le mec, il a perdu sa Magic Touch, il est perdu, il est nul. Mais Warren Buffett, sur le long terme, il a battu tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui lui arrive à la cheville en matière d'investissement. Et que dit Warren Buffett? Il dit ah, j'ai rencontré les boss de Google. Ah, super, c'est une très bonne boîte. Mais j'ai pas investi. Alors, les gars, ils disent putain, t'as rencontré les gars de Google au tout début. Mais t'as pas. Ouais, bah, parce que je comprenais pas trop leur business model. Ok, très bien. Ensuite, Amazon. Ah ouais, j'ai rencontré Jeff Bezos. Il m'a présenté. Ah, elle est superbe cette boîte. Mais t'as investi? Non, j'ai pas investi parce que j'ai raté mon truc. Ensuite, Microsoft. Bill Gates est venu chez Warren Buffett. Il lui a dit faut que tu investisses sur Microsoft. Et Bill Gates, il lui dit ouais, non, tu dois investir sur Microsoft, c'est génial, c'est l'avenir. C'est l'ordinateur, c'est. Et Warren Buffett, tu lui poses des questions, il lui dit ça va me servir à quoi? Bah, tu sais, tu fais de la comptabilité, tu peux utiliser un ordinateur. Ouais, bof. Tu fais ça, tu peux. Ouais, bof. Non, finalement, j'ai pas vraiment besoin. Et un truc incroyable, il n'a pas acheté Microsoft. Alors que Bill Gates est venu le voir et lui a dit est-ce que le mec, il est à chier? On va prendre le fonds de Warren Buffett, Berkshire, BRK, on va prendre les BRKA. Et on va prendre sur du très 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 long terme. D'accord? Voilà. Très très long terme. Ça valait 244. Ça vaut 466 000. Bon, ok déjà. Respect. 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 C'est juste énorme ce qu'il a fait. C'est-à-dire sa performance sur la durée, elle est de 211 000%. Le mec, il a raté Amazon, il a raté Microsoft, il a raté Google, il a fait que rater. Les gars, ils sont venus chez lui, ils lui ont dit est-ce que t'as. Et pourtant, il explose tout le monde. Cherchez l'erreur. Pourquoi? Parce qu'il s'est focalisé sur ce qu'il maîtrisait. Il n'en avait rien à foutre des gars à 2 balles qui lui expliquaient qu'il était nul, etc. Il leur disait ouais, ouais. Il a prouvé sa valeur sur la durée, premièrement. Deuxièmement, il a eu des contre-performances. Vous voyez, par exemple, ici en 2007, bah, sa performance n'était pas bonne. Il a perdu de l'argent ici. Vous voyez, son fonds a perdu quelque chose comme 53%. C'est pas bon. Pourtant, ensuite, donc on est bien en 2008, il est revenu à l'équilibre en 2013. Et là, il cartonne. Est-ce qu'on peut dire de Warren Buffett qu'il est nul? Pourtant, il a perdu ici 50% de son portefeuille. Mais vision long terme, il s'en fiche le gars. Il s'en fiche le gars. Et moi, je lisais récemment certaines choses sur Warren Buffett et je trouvais que c'était génial. Il disait, genre, t'es un fermier, F-E-R-M-I-E-R, t'as donc une ferme, hein, et cette ferme, elle produit voilà, du lait, elle produit du blé, elle produit tout ce que tu veux.
Et donc, elle produit des revenus, d'accord? Et tu as en face un autre fermier qui dit, le mec, il est psychopathe, il est bipolaire. Un jour, il te dit, ouais, j'ai envie de t'acheter ta ferme à 10 millions de dollars. Le lendemain, ouais, j'ai envie de t'acheter ta ferme à 10 000 dollars. Et Warren Buffett, il dit, OK, tu as un mec en face et il est complètement fou, il est complètement lunatique. Cette ferme, elle est toujours là, elle est toujours bonne, elle produit toujours, elle gagne toujours de l'argent. Sauf qu'en face, tu as un mec, il est complètement fou. Le mec en face, c'est le marché, on est bien d'accord. Et donc, à partir de là, tu as le choix. Soit tu te dis, OK, je deviens fou comme lui, et je commence à, quand le marché explose, je suis complètement fou. Quand le marché s'effondre, je suis complètement en mode panique. Et en fait, tu deviens l'esclave du marché. Soit tu es en mode, OK, excitez-vous, moi je m'en fiche. Le marché, j'ai acheté pour telle raison, j'ai investi pour telle raison, et tes explications à 2 balles, je m'en fiche. J'achète parce que je suis convaincu que cette boîte est une bonne boîte pour telle raison. Et donc, le raisonnement de Warren Buffett, c'est juste du bon sens. C'est pas des algorithmes de trading très pointus, c'est pas un truc de ouf. D'ailleurs, on lui a posé la question sur Jim Simons et Charlie Munger avait dit ouais, il est très bon. Ils n'ont pas dit qu'il était mauvais, Jim Simons, mais qui explose Jim Simons, c'est Warren Buffett. Et sa performance est juste exceptionnelle. Maintenant, vous voyez ce truc, effectivement, ça fait peur. Mais sur la durée, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Et sur la durée, c'est juste ça. Voilà, c'est ça. Et il y a eu toute cette période de hausse. Vous avez également ce crack de 2000, d'accord? Et en 2000, idem, on va revenir sur 2000. Warren Buffett, vous voyez d'ailleurs que sa performance plafonne en 98. C'est là où tous les journaux vont l'incendier, vont le considérer comme has-been. Il a perdu sa magie, il est complètement nul, il est complètement à l'ouest, blablabli, blablabla. Et ce gars-là, regardez, ici, il a perdu sur son portefeuille 51%. Idem, 51%. Mais sur le long terme, ce sont des petits phénomènes. Et donc, c'est vraiment, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est, premièrement, le bruit est notre ennemi en tant qu'investisseur, mais également notre ami. Le bruit est notre ennemi au sens où si tu es victime du bruit, tu achètes au pire moment, tu vends au pire moment, tu es ruiné. D'accord? Ou tu ne feras pas long feu en matière d'investissement. Le bruit est notre ami au sens où quand le marché s'effondre et que tout le monde te parle de fin du monde, tu dois dire, OK les gars, fin du monde pour vous, pour moi, c'est l'heure des soldes. Et c'est comme ça que raisonne Warren Buffett. Et c'est comme ça que vous devriez raisonner. Passer du stade de je suis un amateur, dès que le marché s'excite, je suis complètement perdu, à une personne qui a une perspective long terme. Alors bien sûr, il y a parmi vous des gens qui vont dire ouais, mais Tammy, moi je veux devenir riche maintenant. Ben, tu fais ce que tu veux. Tu crois que moi, voilà, moi j'ai bossé. Je ne vais pas vous parler de mon parcours ni vous faire tout mon storytelling. Mais s'il y a un mec qui a bossé comme un malade toute sa vie, c'est bien moi. Donc, je n'ai pas réussi comme ça en claquant des doigts en un an, je suis devenu millionnaire. Ça, c'est très bien sur YouTube. Moi, j'ai fait des études, j'ai galéré, je suis arrivé à Paris, je n'avais pas où dormir. Je suis allé chez un pote que j'adore et au bout d'une semaine, il m'a dit bah, Tammy, je ne vais pas t'héberger. Bon, c'est une petite chambre de bonne pourrie, je peux le comprendre. Sauf que moi, je comptais sur lui et je me suis retrouvé quasiment à la rue. Et donc, après, j'ai fait des petits boulots, etc. Donc, les gars, ils voient agrégés, diplômés, ouais, mais toutes les galères que j'ai vécues pour obtenir ces diplômes, pour atteindre mon niveau. Donc, je n'ai pas réussi comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur YouTube, on voit tu réussis en claquant des doigts. Punaise, c'est bien. Moi, j'aurais adoré avoir 18 ans aujourd'hui. Punaise, c'est le meilleur moment pour avoir 18 ans. Mais à mon époque, c'était pas comme ça que ça se passait. On n'avait pas cette possibilité, on n'avait pas cette chance. Il fallait galérer pour réussir, pour monter. Et après, je ne vous parle pas des stages. Mes camarades, genre, ils avaient tous des pistons. Moi, j'étais à Assas, ils avaient tous des pistons. Genre, ouais, papa, il est directeur général d'une grosse banque privée. Papa ou maman, elle est directrice de la communication de telle grosse banque. Mais c'est véridique ce que je vous dis. Donc, tous les gars autour de moi, je regardais, je me disais, putain, ils ont tous des putains de CV, des putains de relations, des putains de pistons. Et donc, moi, j'ai galéré pour trouver un stage.
Et je me souviens, j'avais été voir la secrétaire du magistère, Madame Tan, je la remercie, et super sympa, super gentille. J'ai punaise, je galère, je trouve pas de stage et tout. Et elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté des personnes du magistère. Elle leur a dit voilà, il galère, il ne trouve pas de stage. Voilà, c'est un gentil garçon, blablabla, blablabla. Et finalement, on m'a trouvé un stage. Et puis là, j'étais super heureux parce que trouver un stage, c'était genre waouh! D'accord? Mais tout ça, ça m'a permis de me forger ma carapace, de développer. Mais j'ai pas réussi comme ça en claquant des doigts. Et même aujourd'hui, je me remets en question, je continue de bosser, je continue d'avancer. Et c'est ça le truc, le message que j'ai envie de vous faire passer, c'est que Warren Buffett, beaucoup de gens disent ouais, c'est facile, ses parents, va te faire foutre. Est-ce que tu as fait ce qu'il a fait? Est-ce que tu as son niveau? Est-ce que moi, voilà, je pourrais dire ouais, moi j'ai galéré plus que lui. Non, ok, bah, tant mieux. Son père, il était dans le Congrès américain, super. Il n'est pas issu d'une famille galère tout comme Bill Gates, tout comme Zuckerberg. C'est pas des fils de pauvres. Mais ce sont des gens qui ont du mérite. Ils ont bossé dur, ils ont fait des sacrifices, ils ont travaillé, ils ont atteint une réussite juste exceptionnelle. Mais derrière, Warren Buffett a bossé toute sa vie. Bill Gates a bossé toute sa vie. Mais tous ces gens-là, ce sont d'énormes bosseurs. Elon Musk, il a pris d'énormes risques. Il faut le comprendre. Ces gens-là ne sont pas... C'est-à-dire, il faut changer la mentalité. Le mindset pourri, hein, qui domine malheureusement trop en France. Hein. J'écoute récemment ce qui se passe. En fait, tu as l'impression que tous ceux qui ont réussi, ce sont des escrocs, des salauds. Et c'est vraiment l'état d'esprit qui domine en France. Et dans une partie du monde francophone, je dis bien une partie parce que les Canadiens, j'ai beaucoup d'étudiants canadiens, c'est un autre mindset. Les Suisses également, c'est un autre mindset. Mais en France, ça domine, quoi. Dès que tu es riche, ça y est, t'as un problème. Et c'est dommage parce que finalement, les gens, ils deviennent pas. Voilà, moi je vous le dis, hein, j'ai bossé toute ma vie, je continue de bosser. J'aurai toujours des abrutis pour me critiquer, mais je les emmerde hein, parce que je sais qu'ils n'auront pas fait 1% de ce que j'ai fait, même 0,1% de ce que j'ai fait, des sacrifices, du boulot, des nuits blanches, de tout l'acharnement que j'ai mis dans mes années de travail, de labeur, et je continue de bosser. Alors que je suis déjà méga libre financièrement, je continue de bosser. Donc vous devez vraiment, pour conclure cette vidéo, vision long terme, premièrement. Deuxièmement, avoir une méthodologie solide. Warren Buffett, il investit, ça monte, il s'en fiche. Il investit. Il sait pourquoi il investit. Et si le marché baisse de 50%, il va se dire youpi, génial, je vais renforcer. Alors que tout le monde va dire c'est la fin du monde, c'est catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Lui, Warren Buffett, il va dire c'est super. Opportunité, opportunité. On va comparer d'ailleurs Warren Buffett avec, je ne sais pas moi, le Dow Jones. Comme ça va être sympa. On va mettre voilà ça et regardez le Dow Jones. C'est juste ridicule. Regardez. Ça, c'est le Dow Jones en orange. Et là, j'ai pris une période un peu plus courte. Mais sur la durée, Warren Buffett a explosé le Dow Jones. Voilà. Ici, on voit 3800% pour le Dow Jones. Et Warren Buffett, 190 000%. Et il y a toujours des gens qui vont dire qu'il est nul, qu'il est dépassé, qu'il est has-been. C'est ça ce qui est incroyable. C'est punaise, les mecs. Faites comme lui. Faites 0,01% de ce qu'il a fait. Et peut-être que vous allez comprendre que c'est dur et peut-être que vous allez moins la ramener parce que vous allez vous dire ah ouais, il est quand même bon, notre ami Warren. Non, le gars, il n'a rien fait de sa vie et il est toujours en mode mollusque, toujours en mode oh là là, la vie elle est dure, les hommes politiques, la théorie du complot, c'est les politiques. Ouais. Un truc qui est très important. C'est une vidéo, je me lâche. Très important. Moi, j'ai quitté la France en 2010. D'accord, j'ai frôlé la mort. J'étais prof agrégé. J'enseignais à Dauphine, j'enseignais à Assas. J'aurais pu enseigner dans n'importe quelle grande école. J'avais un super bon CV. J'avais écrit plusieurs bouquins, etc. J'étais passé à la télé. Donc, j'avais quand même un putain de CV. Et là, je me dis, je me casse. Je me casse parce que, premièrement, j'avais une vie de merde. Et deuxièmement, parce que je savais que je méritais mieux. Et donc, à partir de là, j'ai créé mon école, la TKL. J'ai commencé à développer. Je me suis dit, OK, j'ai les compétences. D'accord? Et j'ai également une vraie expertise. C'est-à-dire, j'ai travaillé dans des cabinets. J'ai quand même fait beaucoup d'études. J'ai quand même, voilà. Donc, j'ai une vraie expertise. J'ai une compétence. Et on a le business en ligne qui commence. Et donc, j'ai créé. Tout le monde m'a pris pour un fou, même mon propre père.
Mais finalement, c'est extraordinaire ce qu'on a fait. C'est extraordinaire, premièrement. Deuxièmement, je pense qu'on a eu un impact de ouf. On a publié plus de 3000 vidéos. J'aurais jamais pu le faire si j'étais prof. D'accord? 3000 vidéos gratuites sur Internet. On a, je pense, contribué à l'éducation financière. Récemment, j'écoutais la nouvelle boss de l'AMF qui disait notre focus, c'est l'éducation financière. Yes, hello, super. Et justement, c'est ça. Le focus, ça doit être l'éducation financière. Et le problème, c'est quand tu vois les vidéos YouTube, c'est toujours la fin du monde, c'est foutu. Mais non, c'est pas ça. Investir en bourse, c'est pas la fin du monde. C'est j'investis pour... Voilà. Si tu tombes dans le piège de la fin du monde, t'es foutu. T'es foutu. Mais vraiment, t'es foutu. Tu vas jamais réussir en matière d'investissement. Par contre, quand tu vois tout le monde te parler de fin du monde, tu dois être en mode super les gars, merci. Merci pourquoi? Parce que vous allez me donner des opportunités. Parce que là, il va y avoir des opportunités d'une vie pour investir. Warren Buffett, il a dit, tu n'as pas besoin d'être tout le temps partout. Il dit, 2-3 idées d'investissement te permettront de devenir riche. Et ça, encore une fois, tu vas voir n'importe qui sur YouTube, il ne va pas comprendre ça. Il va mettre des années avant de le comprendre. Ah ouais, mais il est nul, Warren Buffett. Il n'a pas investi sur Amazon, il n'a pas investi sur Google, il n'a pas investi sur Microsoft. Alors que les gars sont venus lui dire. Imaginez, moi, par exemple, il y a les boss de Google, ils viennent chez moi. Tammy, voilà, notre boîte, elle s'appelle Google, elle va cartonner, moteur de recherche, blablabla. Investis dans notre boîte. Non, non, franchement, j'ai pas confiance en vous, etc. C'est ce qu'a fait Warren Buffett. Et pourtant, et ensuite, il en rigole. Il dit, ouais, j'ai raté ça. Mais le truc, encore une fois, il est là. C'est qu'il n'y a pas une seule manière de réussir. Il n'y a pas une seule manière de devenir un grand investisseur. Maintenant, il faut adapter la méthode à sa personnalité. D'accord? Et c'est ce qu'a fait Warren Buffett avec perfection. Et puis, bien comprendre dans quoi tu vas investir. Et puis, ensuite, une fois que tu as ta stratégie, tu la respectes et tu la tiens sur la durée. Ce que très peu de gens font. J'espère, les amis, que vous avez kiffé cette conférence, cette petite vidéo qui dure plus de 30 minutes. Voilà, petite vidéo. Moi, à chaque fois, je me dis 5 minutes et finalement, j'espère que vous avez kiffé. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.